Vendredi 13 octobre 1978. États-Unis d'Amérique, État du Colorado à North Denver. Finney évolue dans une banlieue américaine où un attrapeur d'enfants fout la psychose parmi les habitants, du fait d'une liste de disparitions successives d'enfants ces derniers temps. Finney Blake tombe malheureusement face à ce tueur sadique et ce dernier le séquestre dans sa cave. En pensant que tout est foutu, un téléphone noir est fixé à côté du matelas où le tueur l'a enfermé. Ce sont les âmes des enfants précédemment tués qui vont lui donner une aide capitale pour se sauver de ce diable sans but particulier. Une enfance déjà éprouvée dans la violence domestique et scolaire, il va devoir maîtriser son sang-froid pour ne pas se faire exterminer par le néant représenté par ce tueur. C'est un bon résumé. Ouais, c'est pas mal. Qu'est-ce que vous avez pensé du film? Et une sacrée Premièrement, on fait un petit surprise. tour de table. Surprise. Ouais, Pour parce quelle que raison? parce que j'étais content que c'était pas un film d'horreur où c'est à la recherche du gore absolu, parce que j'ai vu des critiques où des gens étaient déçus parce que ce n'était pas gore à tout va, hyper effrayant à tout va, où ça se finit hyper mal. Alors que Scott Derrickson, qui a scénarisé ça, il voulait un rapport au réel pour justifier cette angoisse, cette ambiance extrêmement angoissante, où il n'y a pas besoin de l'horreur spectaculaire, où je ne comprends pas pourquoi certaines personnes disent que c'est un film très basique, banal. En fait, ils ne comprennent pas la thématique, la structure du fonctionnement des rêves de Gwendoline pour sauver son frère. Bah, je pense que ça lance le débat autour des films d'horreur psychologique ou plutôt, comment dirais-je, physique. Tu Ouais. vois, entre ceux qui préfèrent l'horreur visuelle, le sang ou autre, et les autres qui préfèrent l'horreur psychologique, ce qui est mon Ouais. cas personnellement. Je trouve que les films sont mieux écrits déjà, que c'est moins facile, tu vois. Un peu comme Cimetière, mais globalement, les films d'horreur qui sont inspirés de romans sont meilleurs, je trouve. Parce que le Ouais. scénario est forcément meilleur et plus profond. Adaptation de Parce Stephen que King, je crois, je sais plus. c'est ça, très exact. C'est ouais, c'est Cimetière avec un S, qui d'ailleurs m'a fait penser à la petite bande la dernière fois, vu Ouais. le déguisement des jeunes là. Ça existe ce film? Non, mais là en l'occurrence, oui, oui, il existe. Il est sorti il y a quelques années maintenant. C'est plus d'actualité. Mais du moins, c'est un peu dans le même style, dans le sens où tu y réfléchis après le film. Black Phone, c'est un film que tu oublies pas aussi facilement parce que tu vis des émotions. Ah, Tu vois, ça. c'est pas un Ça, film. ouais. Oui, mais c'est pas un film qui te fait peur avec des jump scares, c'est-à-dire que c'est pas un film qui te surprend, c'est un film qui te fait réfléchir, qui te perturbe, et c'est Ah, bien plus ça. intéressant, je Oh trouve. putain, ouais, Mais ouais, celui-là qui fait ouais. vraiment peur, je pense que c'est le milieu. En fait, c'est tout se paraît normal, réaliste. Tu peux t'imaginer toi-même dans cette place-là, ces endroits-là. Ouais, c'est C'est- exactement, euh, c'est ça. Les histoires des enfants qui se disparaissent, c'est pas quelque chose d'idéal, ça arrive souvent. Quand t'as des tueurs de série comme ça qui les font disparaître. Alors, Oui, c'est c'est une ça. situation réelle. Et c'est l'ambiance qui Mhm. fait l'horreur. Que c'est Bah, tout. Tout tu paraît t'y, quand même en familier, fait, ce qui mais en marche, fait, c'est ce n'est ça. pas. Exactement, tu t'identifies au protagoniste. Tu vois, tu arrives à voir son point de vue, et même ils reprennent des thématiques assez communes à tout le monde. Même si nous, bah, on est plutôt européens, on Ouais. remarque quand même que les protagonistes, ils sont en Amérique, dans une ambiance qui est très cliché de ce que peut être le campus américain, avec le harcèlement scolaire, finalement les premiers amours. Enfin, le film ne commence pas directement dans l'horreur, quand on plonge d'abord dans une ambiance qui est pesante avec un père de famille, une famille déchirée, un père de famille violent, une caractéristique commune, parce que le film est censé se passer à la fin des années 80, il me semble, non? Ou Bah, peut-être avant, mais c'est... 1978. Ah oui, Et on donc le bien avant, oui, voit, donc dans les années 80. et on le voit sur le journal, où le père bah, lit le journal, et d'ailleurs, il travaillait, je pense qu'il doit être au chômage, mais il travaillait dans... Alors attends, faut que je retrouve. Mais donc avec des mentalités à l'ancienne, quoi. Enfin, on nous replonge bien dans une époque dépassée aujourd'hui. Pas Un forcément, peu je crois. alcoolique en plus. Ouais. Ah, c'est ça, il travaillait au Rocky Flats, la centrale nucléaire qui était controversée de Denver, en vrai, ou en 89, mais ça se passe 11 ans après cette histoire, où il y a eu perquisition de la part du FBI parce que ça s'était révélé qu'il y avait des problèmes de normes de sécurité et que ça polluait la zone. À un moment, je me suis dit, est-ce que c'est à cause de la centrale nucléaire où les gens sont devenus un petit peu cinglés? Mais en fait, non, c'est pas du tout le cas. Et Robin, le meilleur ami de Finney,
qui se fait tuer, il fait mention de son père qui a fait le Vietnam. Le Vietnam s'est terminé en 75 et 3 ans plus tard, ça se trouve que non seulement le père de Finet a perdu sa femme, où il a complètement sombré dans l'alcool et qui n'a pas envie que sa fille devienne comme elle, car elle aussi, elle a ses rêves, ou d'ailleurs ses rêves font poser des questions à la police de Denver. En revenant sur le fait que non seulement le père de Finet et de Gwendoline est complètement perdu par la perte de sa femme, il doit être sans doute au chômage depuis 3 ans, lorsque la guerre du Vietnam s'est terminée, dans un contexte de guerre froide où il fallait militariser nucléairement. Dans le programme où le Vietnam a été stoppé, il a sans doute dû faire partie de ceux qui ont été évincés. Hop, on n'a plus besoin de vous, on vous fout au chaume du et démerdez-vous, quoi. Enfin, D'accord. qui renforcerait encore Donc un contexte plus. de tension en soi. Ouais. Ce Encore qui peut plus. expliquer la violence du père. Ouais. Mais je pense que ça doit faire partie seulement 25% de pourquoi il est dans cet état-là. Parce qu'on voit bien que principalement c'est la mère qui est décédée, enfin qui s'est suicidée parce qu'elle aussi elle voyait ces rêves-là. Tout comme Gwendoline qui expliquait qu'elle voyait des ballons noirs quand les policiers vont la voir à chaque fois. Quel est le moment qui vous a le plus perturbé dans ce film? Qu'est-ce que vous retenez? S'il y a vraiment un moment du film qui pour vous est majeur. Oh punaise. Je dirais que c'est un cumul selon la durée de la discussion entre deux personnages. En termes d'amitié, de sincérité, de comment dire, d'un adieu, enfin définitif, c'est quand Finet parle une dernière fois à Robin. Parce que au Ok. départ, on voit Robin dans la scène du début où tout le monde se regroupe parce qu'ils savent qu'il va y avoir de la bagarre. Au début, tu sens que le mec ça a l'air d'être le plus fort de la bande. Ouais. Et à ce moment-là, tu sais pas si c'est le méchant, si c'est quelqu'un qui n'aime pas Finet. Et puis plus tard, on s'aperçoit qu'au final, Robin, c'est quelqu'un qui le protège. Dans la scène des toilettes où il y a les 3 morveux là, qui sont pas capables de le voir seul à seul, Finet, et qui ont été stoppés dans leur élan par Robin. C'est un petit peu le pote qui conseille à celui qui ne s'affirme pas trop au moment où il dit que un jour il va bien falloir que Finet se défende réellement pour pas se faire marcher dessus. Donc pour toi, le moment le plus important, c'est réellement la dernière fois qu'il commence à parler à l'ami qui va mourir, qui n'est autre que celui qui se bat le mieux de l'école et qui le protégeait jusque-là. Ouais, bah après il y a tellement de choses, mais sur l'amitié, c'est vraiment ce moment-là. Ok. C'est, Et c'est... toi, le laiton? Bah, il y a deux moments qui m'ont vraiment, je pense que j'ai trouvé très intéressants. Pas de première, non, pas de première scène, mais à peu près en début de la film, où il y a Gwen qui se fait frapper par son père. Hmm. Genre D'accord. ça, t'as montré directement que voilà, c'est une famille qui ne fonctionne pas, que le père il est si radical avec ça. Et après, le deuxième moment, oui, que ce qui t'a dit avant avec l'amitié de Robin et Finn, bah à la fin, quand Finn il était forcé de se défendre, enfin, ça montre une vraie évolution de ce personnage. Ok. Ça vous a pas marqué parce que, enfin, personnellement, ce qui m'a le plus marqué, c'est con, mais c'est ce que je considère comme étant le climax, même si ça ne l'est pas vraiment. Hmm. C'est là où ils se rendent compte, les policiers, à la fin du film, quand ils essaient de retrouver Finn, et qu'ils se retrouvent à trouver la mauvaise maison dans laquelle Oui, sont enterrés les enfants. oui. Vous voyez, pour moi, ça, c'est vraiment l'art de faire de l'horreur. Et je me suis dit, c'est là que le film est vachement bien réalisé, c'est-à-dire que t'as peur, t'as des frissons, mais Hmm. sans rien de gore finalement. Ce que tu vois, c'est simplement de la terre qui représente des tombes. C'est tout. Ouais. Rien de plus. Et pourtant, c'est très fort comme moment. C'est tout dans l'allégorie, c'est génial. Ah ça Ou peut-être le j'adore. moment C'est ça. après, où Finn où il a. Attends, est-ce qu'on spoil ou pas? Bon, Ouais, oui. on peut déjà. Ah, ok, on le dit. Parce qu'il y a le moment où le Finn, lui, il a tué le tueur, et que les Ça. policiers les trouvent. Et sans Ouais. dire rien, il remonte les escaliers, le policier le regarde, il regarde le tueur, il regarde la pièce où il était. Et ça aussi, c'est un moment très fort. Parce que il y a beaucoup de silence. Mais Hmm. je considère que c'est moins fort pour une raison très simple, c'est que, en fait, il y a 2 ans, là, il y en a qu'un. Là, il y a un enjeu, c'est de dire que oui, il s'est libéré tout seul Non, non, et que c'est mais terminé. non, c'est pas ça. C'est le truc, c'est que ce enfant-là a tué ce mec brutalement pour se protéger, pour se libérer. Oui, ce qui montre qu'il y a une évolution du côté du protagoniste.
Non, mais c'est pas le. Je parle pas de. Non, ici, je parle pas de l'évolution, mais je parle de la scène. À quoi ça ressemble des policiers. Oui, Tu vois. d'accord. Ça, c'est un moment très froid quand même. C'est un moment où il y a beaucoup de pression. Comment dire. Oui, Tu vois, mais l'air, il y a qu'un seul enjeu quand même. C'est-à-dire que oui, il y a de la pression, tu vois le point de vue des policiers, c'est libéré tout seul, d'accord, mais t'as moins de révélations. Je veux dire, la seule révélation qu'il y a de ce moment-là, c'est vraiment qu'il s'est libéré tout seul. Et qu'il a évolué, c'est tout. Genre, il sort un peu comme un héros. C'est le seul enjeu finalement de ce moment-là. Mais c'est pas qu'il sort comme un héros, c'est comme lui, peut-être il sort comme le nouveau monstre. Parce qu'il a tué le mec brutalement. C'est ça le truc. Je l'ai pas perçu comme ça, personnellement. Parce que bon, là, que ce soit lui le nouveau monstre, je Parce que pense tu vois, pas. lui, il a plus de réaction. Son visage était neutre. Mais c'est Rappelle ça. normal, mais ça veut pas dire que c'est le nouveau monstre. Enfin, tu vois, enfin, je pense pas qu'il y ait ce genre de message. Ça Non, m'étonnerait. mais non, mais ça te fait le questionner. Tu te demandes toi-même, tu vois. Parce que, à quel moment un enfant, oui, peut-être il est traumatisé. Mhm. Mais si t'es traumatisé, à quel moment t'es capable d'agir de telle manière, tu vois? Bah justement, Lui, parce que t'es c'est traumatisé. c'est un enfant qui a déjà prévu de le tuer. Il a fait une stratégie. Il a effectué avec une telle précision que ça, c'est le truc bizarre, tu vois. Hmm. Mais moi, À la fin, qui je te sais fait pourquoi. questionner le moment. C'est pas De... étrange. Enfin, Enfin, c'est non, mais je sais normal, je pourquoi trouve. il a gardé son sang-froid, il n'était pas traumatisé, parce que rien qu'avec la scène du baseball, dans un endroit où il est à l'aise psychologiquement, parce que c'est une scène où il est passionné de NASA, où il joue avec sa petite fusée. Juste après que le match se termine, il joue à jouer avec une grande maquette de fusée dans le terrain de baseball. Et dans ce terrain de baseball, au début, quand il est face à Bruce Yamada, après la fin du match, Bruce le complimente parce que selon lui, les 2 premiers coups où Bruce n'avait pas réussi à choper la balle, il avait complimenté comme quoi il avait un bras puissant. Le 3e coup où Bruce arrive à prendre la balle et à faire un home run, il disait ouais bravo, tu as failli m'avoir, c'était pas loin. Je pense que rien que cette scène-là, ça signifie que l'enfance de Finn, rien que ça montre la couleur de son enfance où il est déjà dans la violence. Il a déjà pris des coups. Parce qu'un peu plus tard, la scène où justement Robin casse la gueule à un mec plus grand que lui. On voit bien dans la scène que Finn avec sa sœur, il accourt dans ce regroupement où Robin va casser la gueule à l'autre gars. Là. Et juste après, on voit que Finn d'un seul coup, il est dégoûté, il en a ras le cul de voir tout le temps la violence partout, il en peut plus. Je me dis, est-ce que à ce moment-là, est-ce que c'était la dernière fois dans sa psychologie, on a assisté à la dernière pulsion de tentation de voir quelqu'un se faire casser la figure, même si c'est quelqu'un qui le détestait et qui l'avait déjà frappé. Du fait que lorsqu'il s'est fait enfermer par l'attrapeur, ça justifie son sang-froid suffisamment maîtrisé et qu'il a craqué à partir du 4e appel, à partir de Vance Hopper. Il avait espoir dans des moments où l'attrapeur aurait pu ouvrir la porte à n'importe quel moment, le moment où il a creusé dans le sol, le moment où il a creusé pour atteindre le congélo, le coup où il se fait arracher la grille. D'ailleurs, petit aparté, cette scène-là, la scène est vraiment bien faite où tu ne sais pas si la porte va s'ouvrir et que l'attrapeur va le griller, mais qu'en fait, c'est la grille qui se détache, et il se recasse la gueule par terre. La dépressurisation de cette tension-là, de cette scène précise-là, je me suis fait duper, et à raison. Moi, je pensais que l'attrapeur allait ouvrir la porte au moment où il avait réussi à mettre le cordage et à essayer d'ouvrir la fenêtre de la cave. Ça, j'avais bien aimé. Ça, c'était super. Alors oui, parce que je reviens du fait de pourquoi son sang-froid, et qu'il est craqué à partir que du 4e appel sur 5, c'est que bien avant qu'il se fasse attraper, son enfance est déjà violente. Son père est complètement perdu, il se fait victimiser Constamment. constamment, et on voit bien qu'il y a de fortes têtes comme Vance Hopper ou Robin Alenero, au final c'est son pote, et que vu que c'est quelqu'un de timide, de très stratégique, qui est un tout petit peu dans son monde, passionné de la NASA, avec les fusées, où il est pas du tout dans la bagarre, que ça justifie pourquoi il était complètement dégoûté de voir quelqu'un ensanglanté, même si c'était son meilleur ami qui cassait la figure au gars qui l'avait fait chier bien avant. En fait, il a déjà acquis une certaine maturité du fait qu'il était dégoûté de voir ça. On voit bien que il n'en veut absolument pas à son meilleur ami qui a cassé la figure à l'autre con. En fait, on a déjà un personnage bien avant qu'il se fasse attraper, qu'il a une maturité, qu'il a déjà beaucoup connu la violence. Dans un pays où c'est la première puissance mondiale, qui est un pays en paix,
mais que en fait, ce pays-là, où 3 ans après, c'était la fin de la guerre du Vietnam, et qui expliquerait un petit peu cette déresponsabilisation des parents aussi, et des flics qui sont complètement perdus dans une enquête qui s'enlise totalement, et que en dernier recours, on s'aperçoit que c'est une enquête qui traîne. Essayer de poser des questions à Gondolin, en fait, c'est un petit peu la solution de dernier recours, comme s'ils en pouvaient plus. C'est vraiment très malaisant, c'est une ambiance très très pesante, comme si personne n'était maître à bord. Personne. Dans un pays qui est en paix, à la base. Oui, effectivement. J'ai potentiellement une critique, vous me dites ce que vous en pensez, c'est Ouais. Vas-y. vis-à-vis du réalisme du film. Qu'est-ce que vous pensez du réalisme du film, par exemple au niveau de la procédure judiciaire, de l'efficacité de la police, ou même de la naïveté des enfants qui sont systématiquement à voir? Est-ce que pour vous c'est mal réalisé? Non, je pense pas. Pour quelle raison? Bah comment... Attends, logique sur les policiers. Parce que aux États-Unis, c'est tout à fait normal. S'il y a personne qui se disparaisse, qu'ils vont prendre au moins 48 heures pour faire quelque chose, déjà. Parce que souvent, ils ont pas assez de pauvres par rapport à tout ce qui est disparition. Sauf que là, il y avait plusieurs enfants. Il n'y en a pas eu un, il y en a eu plusieurs. Il y en a eu, je crois, trois avant que le protagoniste finisse enlevé. C'est un démarche... Comment ça se dit là maintenant? C'est un démarche qui est... Très longue. C'est automatique pour... Tu vois? Voilà, quelqu'un fait un appel il a disparu. Il demande, voilà, est-ce que ça fait plus que 48 heures? Sinon, ils vont pas agir. Oui, mais là, ça dure beaucoup plus de temps. En soi, le film, il s'étale sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Du premier enlèvement qui est mis en Bah, image au mais dernier. ils ont cherché les enfants qui étaient Mais justement, mais enlevés. comment se fait-il qu'ils ont été aussi mauvais? Par ailleurs, il y a même ils sont tellement mauvais que dans le film, on constate qu'il y a une forme de mise en concurrence de la police avec le frère du tueur, qui se retrouve à lui-même chercher malgré lui le tueur sans savoir que c'est son propre frère. Et moi, je me pose une question très simple, mais est-ce que du coup, on a voulu mettre en avant la nullité totale de la police qui, attends, n'arrive pas à retrouve la maison du tueur après le propre frère du tueur et qui en plus n'a jamais trouvé la bonne maison. Parce que finalement, la police, elle trouve pas la maison où il est enfermé. Elle trouve la maison où sont enterrés les enfants. Ce qui n'est pas la même chose. La police ne libère jamais aucune victime du film. Non. Donc est-ce que vous pensez qu'il y a effectivement eu la volonté de mettre en avant le fait que la police était nulle Ouais. ou simplement que c'est un problème de mise en scène? Non, Je je sais pas pense ce que pas que. vous en Non, pensez. ils ont pas voulu faire en essai parce qu'en fait, ils ont trouvé quand même la maison de. Bah, ils ont trouvé la bonne maison. Mais Mais c'était le frère du rapport qui a répondu à la porte. ils l'ont pas trouvé. À ce moment-là du film, ils sont en train d'interroger les gens. Ils visitent toutes les maisons. Ils ont jamais trouvé la bonne maison en étant sûrs qu'il était là. À la fin du film, la seule maison qu'ils trouvent en disant c'est sûr ils sont enfermés là, c'est la maison où sont enterrés les enfants. Mais ils ont interrogé les bonnes maisons. Ils ont Mais, passé aux bonnes maisons, ça c'est le truc. oui, mais ils sont passés partout. Ça, c'est pas du tout mis en avant comme une déduction. C'est juste qu'ils se demandaient absolument tout le monde. D'ailleurs, ils sont même Et allés aussi chez le par déduction, protagoniste. comment tu veux qu'ils trouvent la bonne maison? Bah, de la même manière que on sait pas. C'est juste que dans le film, c'est mis en avant que on sait pas comment ils ont trouvé parce que c'est pas le sujet du film. Par contre, il est mis en avant que les gens, des tierces personnes, ont trouvé avant. C'est-à-dire que le frère du tueur, qui rappelons-le n'a pas de lien avec le tueur et qui mène l'enquête parce que c'est quelqu'un de paranoïaque ou je ne sais quoi, Ouais. il trouve avant les flics. C'est-à-dire que c'est mis en avant dans le film que même lui, qui est un peu chelou, il trouve avant les flics qui est le tueur, avec un raisonnement logique. La police, jusqu'à preuve du contraire, si elle trouve la maison, c'est pas du tout par Ouais. raisonnement, c'est juste parce qu'une fille qui fait des visions Ouais. les a convaincus de la suivre. C'est ça. Rien d'autre. Mais attends, ici, t'es en train de me demander est-ce que c'est réaliste? Oui. Ou juste qu'ils ont juste. Parce que dans la réalité, ils trouvent jamais par de la déduction où les gens ils seront kidnappés comme ça. C'est toujours les tueurs comme ça qui sont trouvés parce qu'ils font des fautes quand ils se déplacent. Oui, c'est ça, mais ça reste de la ils déduction. vont jamais trouver le. Non, c'est pas la déduction, juste par hasard qu'ils vont trouver. Bah si, La attends. plupart des tueurs aux États-Unis sont trouvés par le hasard, littéralement. Que c'est le tueur qui a fait juste une connerie. Ils ont juste demandé, ouais, vas-y, montre-moi ton Oui, mais c'est pièce parce d'identité, que... et des C'est trucs comme parce ça. que le tueur... Mais pas forcément, c'est parce que le tueur fait une erreur et que du coup ça les mène sur la bonne Non, piste. non, non, Par non, je déduction, suis ils pas en arrivent train à de dire trouver que qui c'est. ils ont jamais été mis sur la bonne piste, c'est juste qu'ils ont trouvé un mec chelou, ils ont questionné, par hasard c'était le bon mec. C'est C'est ça, l'idée ils ultime. ont jamais mis sous la bonne piste par. Non, mais même dans la vraie vie, c'est comme ça, Mathéo, le Bah, portugais. pas systématiquement. Pas Parce que... systématiquement, mais la plupart des cas, c'est comme ça. Alors, c'est pas un bon argument de dire que les flics, ils ont mal fait, mais en même temps, ils sont passés aux bonnes maisons et ils ont vérifié, ils ont eu des suspicions par rapport au frère. Et dans leur tête, ils ont dit, ok, alors, c'est juste un travail ici.
Tu vois, on peut pas vraiment mettre ça comme c'est des abrutis ou des gens comme ça, tu vois. Bah, Ils ont quelque fait part, ils ont fait des bons démarches. mais je pense Ils ont fait des pas, démarches qui sont justement. censées de faire. Mais pour une raison très simple, c'est que là où c'est pas réaliste, et que justement je suis pas d'accord avec toi, c'est que malgré tout, la police n'a pas su apprendre de ses erreurs, dans le sens où il n'y a pas eu un enlèvement, il y en a eu quatre, et que entre le premier enlèvement et les trois autres, 5. aucune mesure n'a été prise en place. Cinq, ok, encore pire. Si maintenant je te dis dans une ville de je sais pas, 1 millier d'habitants, ce qui est une très petite ville, il y a 2 enlèvements consécutifs, selon... Après, je les connais pas par cœur, mais je pense très sincèrement que les contrôles de police seraient vachement accrus dans la zone et que la police patrouillerait partout. Ce qui n'est pas du tout le cas dans le film, parce que le gars peut Mais il y a des encore longues enlever périodes qui se 3 passent. personnes. Non, mais littéralement, c'est un démarche tout à fait normal qui se produise même actuellement aux États-Unis. 5 enfants enlevés, ça n'est jamais arrivé. Au même endroit. Pas au même endroit, Voilà. mais dans le même. Parce qu'ici, c'est dans le même ville. Oui, c'est ça. Les États-Unis, ça arrive dans le même quartier, dans le même secteur, qu'il y a plusieurs enlèvements comme ça, par le même tueur de série. Et après, ils ont pas trouvé le tueur de série par de déduction, mais parce qu'ils ont juste arrêté un mec qui a eu un feu de sa camionnette qui était éteint. Ils ont arrêté le mec juste à cause de ça. Et d'un moment, le mec était paraissait un peu suspicieux. Alors ils ont demandé est-ce que je peux ouvrir ton coffre et ils ont trouvé un cadavre dedans. Oui, non, mais d'accord. Mais c'est pas ça que je dis, ça on a bien compris. C'est juste vis-à-vis de la procédure et de la logique. C'est-à-dire que, encore une fois, je parle pas de ça, je parle des enfants. Les enfants, ils ont été enlevés, donc 5 enfants enlevés, dans la même ville, en l'espace de peu de Non, temps. le temps, Et le film, il était quand même long. bah je sais pas, c'est pas mis en avant J'ai forcément. quand même une théorie où ça donne l'impression que ce n'est pas forcément une réalité. Par exemple, quand Finn regarde la télé, ou il regarde un film d'horreur, il n'y a aucune surveillance. Son père, il dort, il s'en fout totalement de ce qu'il est en train de regarder, mais il est en train de regarder un film d'horreur où il y a du sang qui coule dans un lavabo, et une main ensanglantée qui sort d'une mare de sang d'une baignoire, et on sent que bah, ça le traumatise sur le coup. Parce que non seulement à la fois à l'extérieur de la maison, il se fait casser la gueule continuellement, même en ayant des potes qui le protègent, mais même à la maison, le père ne le surveille pas ce qu'il regarde. Et aussi, combiné à ça, quand Robin se fait capturer et que c'est la dernière fois qu'il est vivant, et d'ailleurs il est face à l'attrapeur, il porte une cape en plus, de loin comme ça. Là. Le plan se finit sur un fondu au noir, et d'un seul coup, le plan juste après, c'est Emergency, où c'est le plan sur la télé de Finn. Comme si la disparition de Robin, c'est comme une sorte d'inception. Comme si ça s'était passé depuis la télé, comme si c'était un feuilleton de télé. Que Robin, un mec qui sait se battre, s'est fait piéger par un tueur sadique, alors qu'il était suffisamment intelligent pour pas se faire avoir, renforcerait un petit peu cette théorie d'inception, comme si c'était pas réel, quoi. Rien que le plan où ça marque Emergency avec le camion d'ambulance qui défile sur la télé et que juste après, le père de Finn reçoit un appel comme quoi Robin est porté disparu. Mais je me demande si justement, est-ce que c'est réellement l'irréel qui a voulu mettre en avant le réalisateur à ce moment-là ou pas? Parce que s'il y a vraiment une scène qui met en avant vraiment un côté plutôt fantasmé, irréel, c'est le téléphone qui sonne alors que c'est répété à plusieurs fois dans le film de manière explicite que ce même téléphone n'est pas branché, qu'il sonne parfois à cause de l'électromagnétisme, ce qui suggère que peut-être dans le film il y a une espèce de dimension religieuse, comme quoi il y aurait des âmes qui par électromagnétisme peuvent parler. Mais en même temps, c'est pas directement dit, enfin ça on le laisse, on le suggère au spectateur, mais on ne dit rien. Mais d'un autre côté, je sais pas si le film d'horreur c'était vraiment ça l'objectif. Est-ce que c'était pas plutôt justement une volonté de teaser la chose, de faire des liens entre ce qu'il voit à la télé et ce qui se passe dans la vraie vie, dans le sens où le film d'horreur est en train de devenir réalité. Je sais pas si on voulait vraiment remettre en cause le fait que les événements se passent réellement ou non. Moi, je pense qu'il y a plusieurs interprétations que j'ai l'impression que c'est plusieurs films en un. Pour moi, il y a tellement de théories qu'on peut séparer, mélanger, reséparer. Enfin, moi, j'ai bien aimé décortiquer ce film. Et Ouais, bah, d'ailleurs, pour moi de même. quand le tueur sadique dit qu'il n'a entendu personne au téléphone et qu'il a essayé à décrocher le téléphone et qu'il n'entendait rien, quelque part, c'est un point faible du tueur sadique. Jamais le tueur sadique, c'est vraiment très étonnant que le mec, il a ficelé bien comme il faut pour pas se faire avoir par les flics avec sa stratégie des deux maisons,
Mais par contre, il ne s'est jamais posé la question de pourquoi ce téléphone-là, pourquoi Finn a décroché au téléphone. Des fois, il y a des moments, la porte n'est pas fermée à clé. Et la première fois où Finn se rend compte qu'il n'a pas fermé à clé, il ouvre la porte et le téléphone sonne. Et j'ai pas l'impression que Finn a fermé totalement la porte, parce que je crois que c'est Griffin qui dit que l'attrapeur entend également le téléphone. Enfin, c'est quand même bizarre qu'il est resté tout en haut avec un ceinturon en attendant hypothétiquement que Finn monte les escaliers et que le saccage. Hein. C'est Griffin qui lui explique qu'il entend le téléphone. Enfin, déjà, comment ça se fait que le tueur ne s'est pas posé la question de comment il a pu se barrer, même si c'est le chien qui l'a réveillé, au moment, à propos du cadenas, la scène du cadenas, où il passe juste à côté du tueur. Ça, c'est énorme, ça. Ça part dans tous les sens, j'arrive pas trop à synthétiser, mais il y a plein de trucs à décortiquer. Pourquoi le tueur ne s'est pas posé la question que si le téléphone noir était un avantage pour Finn? Mais Bruce lui expliquait qu'ils n'avaient pas eu cette chance-là, ils avaient eu personne au téléphone. En fait, c'est tombé sur Finn. Comme si c'était que le téléphone noir, c'est la lumière au bout du tunnel de celui qui a encaissé les coups, qui n'a pas sombré dans la violence totale. C'est un petit peu la carte chance de celui qui a manqué de bol, de celui qui s'est fait attraper en sachant très bien qu'il y avait quelqu'un qui rôdait dans le coin. Ça devait l'angoisser, le manque de sécurité, malgré ce dossier qui traînait. Parce qu'on voit bien, au moment où il croise l'attrapeur en mode magicien, là. D'ailleurs, cette scène-là, il a été trop naïf sur le coup, je pense. Je m'attendais pas à ce qu'il se fasse attraper aussi facilement. Après, je sais pas si c'est un bémol ou... Jusqu'au moment où, lorsque l'attrapeur le chope, on voit bien que il le blesse. Avec sa fusée, il le poignarde, entre guillemets, dans l'avant-bras. Comme si c'était son système d'autodéfense, comme si à ce moment-là, il se dit « Merde, c'est pas possible, c'est ce mec-là, il est en train de m'enlever, c'est pas possible, il faut que je me défende. » Un peu comme si sa passion de la fusée de la NASA a été son arme allégorique pour faire comprendre au tueur qu'il avait une passion à défendre, qui s'est pris à quelqu'un qui avait encore un avenir devant soi. Tout comme les avenirs brisés que ce tueur sadique sans but à briser de Vance Hopper, Robin, Griffin, Bruce et le livreur. C'est possible, oui. Ça serait un symbole très recherché, mais oui, c'est... D'une certaine manière, peut-être. Après, moi, j'avais plutôt vu ça comme une confrontation entre l'enfance, la naïveté, donc qui est un symbole à travers la fusée qu'il utilise comme une arme. Ouais. Parce qu'on a un jouet, à la base, qui est aujourd'hui utilisé comme une arme pour se défendre face à une problématique qui dépasse totalement le cadre de l'enfance, qui n'est autre que l'enlèvement. C'est ça. Donc, moi, j'ai plutôt perçu comme ça, comme une forme de confrontation entre le réel et tout simplement l'enfance, quoi, la naïveté, l'innocence, le cadre idyllique. En soi, je pense pas que c'est vraiment un cadre idyllique parce qu'il baigne déjà dans la violence, bien avant qu'il se fasse enlever. Oui, effectivement. Mais plutôt, on va se limiter à l'enfance alors. Mais bon, on va dire que c'est sa seule part d'innocence qui soudainement ne l'est plus parce que c'est devenu une arme. Parce qu'en soi, c'est son seul jouet qui est mis en avant. Il n'y a pas vraiment d'autre refuge. Sa sœur, ça va être les poupées, parce qu'on voit que dans sa chambre, il y en a. Lui, c'est vraiment sa petite figurine de la NASA. Et que dans sa tête, il a dû se dire « Oh putain, cet enfoiré, là, il m'emprisonne. Ah non, fallait surtout pas faire ça. » Là, c'est vraiment le truc inviolable. Ça ne doit pas être violé, cet état d'esprit-là. Ça ne doit pas être atteint. Mais justement, par cette ambiance malaisante, où il y a une insécurité, où les adultes n'ont plus d'idées, explique la raison de pourquoi ce rôdeur est dans les parages. Et qu'il a pu se permettre cette infamie, ces choses indicibles sur ces enfants qui avaient un avenir tout tracé, qui eux-mêmes essayaient de s'émanciper et de se sortir de ce marasme violent, comme si il y a une part de déresponsabilisation des parents qui peut être soulevée. Ou d'irresponsabilité aussi. Parce qu'on se rend compte que dans ce film, c'est les enfants qui font tout. C'est pour ça que j'avais l'hypothèse de la police est incompétente dans le film et que c'est ce qu'on voulait mettre en avant parce que au-delà de la police, c'est les adultes qui sont incompétents. C'est-à-dire que la police ne trouve personne. Finalement, les enfants, c'est sa sœur. C'est la sœur du protagoniste qui a à peu près son âge,
qu'il trouve quasiment là où il est enfermé. C'est les enfants qui se défendent eux-mêmes et qui se conseillent entre eux, même si ce sont plutôt des visions dans le film. Mais bref, ce sont les enfants qui se battent tout seuls contre leur bourreau. Ce sont les enfants qui se libèrent tout seuls. Ce sont les enfants qui se conseillent tout seuls. C'est les enfants qui font tout dans ce film. Au final, la police et même les adultes sont juste là pour dire qu'ils les aiment, comme on pourrait voir le père à la fin du film, dire qu'il aime ses enfants, mais qu'au final il est impuissant. Et la police, pareillement, bah, elle sert juste à réparer les pots cassés, quoi, à Dont la recueillir l'enfant qui s'est rédemption va libéré être tout très seul. longue Ah bah oui. de la part du père. Ça va être très très long pour se racheter pour le père. Là, il a enfin compris. Parce qu'il ne voulait pas que sa fille sombre tout autant que sa femme. Sa mère, c'est ça. Ouais. J'ai noté Alors tellement de aussi, j'ai choses. aussi quelque chose à rajouter. Ouais. Par rapport à la Ouais. police et tout ça. J'ai fait des recherches maintenant, là. J'ai trouvé que les disparitions sont, ils ont fait tous les 4 mois à peu près. Pendant une période de 2 ans. Ou même Ah 3. oui? Ok. Oui, dans le film. Parce que là, maintenant, on est en train de voir Ok, en fait, les 3 dernières disparitions avec le protagoniste. C'est pour ça. Mais en fait, d'accord. entre les 2 premières disparitions qu'on a vues, il y a une période de 6 mois. Ok, ouais, d'accord. Ce qui pose quand même problème, parce que si au total il y a eu 5 disparitions, partons du principe qu'au début c'est une excuse, parce que la police ne sait pas que ça va se reproduire. Au bout de la troisième, il devrait quand même se dire que ça arrive à Mais en fait, intervalles réguliers. ça dépend des systèmes aux États. Bah, aussi, ce que j'ai retrouvé là, par rapport à juste les systèmes pour trouver des gens disparus, ça dépend déjà des villes en particulier, comment Ouais. ça va être traité. Et très souvent, ils vont pas prendre ça aussi sérieux. Parce qu'ils pourront pas, parce que c'est un détective qui a un truc comme ça désigné, mais pendant ce temps-là, il est quand même obligé de faire des autres trucs en même temps. Ils sont en manque de moyens aussi, ouais. C'est ça. La Parce police est qu'ils ont pas les impuissante, ouais. moyens pour. Ils pourront pas dépenser autant de temps pendant des années pour trouver qu'il y ait un enfant disparu. C'est triste, mais c'est ça. Qui est un peu idéaliste, c'est quand même qu'ils ont pas. C'est que les parents des élèves, ils ont pas mis de trucs en place. Comment ça? Par exemple, que voilà. Non, mais c'est parce qu'aux États-Unis, c'est aussi très classique que dans des communes, dans des petites communes, t'as plusieurs mamans qui se mettent d'accord pour emmener les enfants chaque jour. Chaque maman va Ouais. emmener les enfants à d'autres jours. Mais les enfants de tout le monde de quartier, tu vois. Hmm. Des trucs comme ça, peut-être mettre en place parce que comme ça, les enfants, ils ne baladent pas tout seuls. Hmm. Ok, oui. Aussi Mais que les enfants, ils marchent ensemble, pas tout non, seuls. non mais d'accord, mais comment se fait-il que dans le film on met jamais en avant le fait que la police apprend de ses erreurs? Tu vois, c'est ça qui me pose problème, c'est-à-dire que peu importe l'État, je suppose que les États-Unis ça va être à peu près comme la France, mais Mais globalement la personne qui doit diriger l'État, que ce soit un préfet ou autre, doit prendre des mesures spécifiques à la situation. À aucun moment on met en avant que les contrôles sont plus présents qu'avant. Il n'y a rien qui est mis en avant dans le film. Ou je pense que les trucs comme ça a dû exister souvent et que ça n'a pas été médiatisé, ouais. Ah mais en plus, c'est dans l'époque, c'est pas si. Non, parce que des mesures comme ça sont mises en place parce que dès que toute la commune commence à râler. Mais si on regarde dans le film, euh, c'est vraiment une commune aussi oui, mais déprimante ça où les gens, ils ont. c'est pas réaliste non plus. Non, parce qu'attends, il se passe ça, ça fait un scandale dans tout l'État. Hein, Non, pas aux enfin, États-Unis. C'est la même chose avec tous les quartiers, tous les crimes dans non, le mais il y a quartier. 5 enlèvements, il y en a 5. Je veux dire qu'il y a 5 enlèvements au même endroit. Je veux dire, regarde le Zodiac. Le Zodiac, déjà à partir de 2 crimes, c'était un véritable scandale. On en parlait partout parce qu'on avait enfin un tueur en série et que les gens. On aurait cru qu'ils attendaient ça. Donc là, il y a 5 enlèvements, on est aux Ça. États-Unis, évidemment. Hmm. Il y aurait un scandale partout. Et d'ailleurs, à aucun moment, enfin, je crois pas que c'est mis en avant la médiatisation de ce problème. Je veux dire, il y a un appel de la police, mais est-ce qu'on en parle à la télé dans le film? Est-ce que c'est mis en avant? Je crois Non, pas. non. Non, C'est vraiment et que les fichiers. le Far West, hein. Parce que ça aussi, c'est censé être une petite commune pauvre, tu vois. Ça soit déjà, toutes les maisons sont d'un vieux truc, ça fait penser au quartier aux États-Unis. Si tous les grillages en métal, Ouais. c'est moyen qu'ils ne tiennent pas Ou presque. c'est pas Ça, ils accueillant, ont fait ouais. plein de références pour montrer que c'est vraiment, ouais, c'est pas accueillant, et c'est pauvre, tu vois. C'est Ouais, il pas, est bien beau le les gens, rêve ils sont américain, pas, ouais. Mon Dieu. ouais, c'est ça. Parce qu'aussi, le financement de la police, ça va dépendre de la richesse de la commune. C'est les impôts qui fait payer ça. C'est un système qui est très présent aux États-Unis. C'est toujours ça. Bon, Beaucoup on d'impuissance, va ouais. pas partir dans un débat constitutionnel, je pense, Non, mais... mais Bon. c'est n'importe quoi. C'est du Wild West, voilà, comme disait aux États-Unis, c'est n'importe quoi. Hmm. Nous, en France, on pense que c'est inacceptable, mais en fait, là-bas, c'est tout à fait normal. C'est pour ça qu'ils disposent des pistolets à tout le monde. Alors, Bon, je sais pas. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a encore marqué dans le film que vous voulez parler? j'ai encore noté plein de Hmm. trucs là. Bah, la scène, justement, où Finn tue
l'attrapeur. Ah mais ça, c'était génial. C'était vraiment Oui. grisant, quoi. Avec le téléphone Et je le qui tension lui s'il fout va sur réussir ou l'oreille. pas. Tu disais, pardon? Non, je disais que le tension de est-ce qu'il va réussir ou pas. Ouais, Parce que le premier qui était enlevé, il a résisté, il a essayé. ouais. La différence ici, c'est que cette fois-ci, il a eu les aides de tout le monde, tous les enfants enlevés. Ou encore les repères dans les rêves, les indices que donnent les rêves à Gwendoline pour trouver l'emplacement de son frère qui est enfermé, le 7741 que Vance Hopper trace sur le bras d'un mec qui lui a cassé la gueule parce qu'il voulait battre son record de son flipper. Parce qu'au début, j'ai pas compris pourquoi Gwendoline montait dans la voiture du flic avec Vance. Et puis le passage où Vance entend Finn dans Comme la c'était un radio. rêve, ça. Ah ouais, ah ça j'ai trouvé ça génial. Les mêmes paroles, les mêmes répliques sur deux scènes différentes. Et que C'est ça. la réplique finale se termine avec le coup de pied dans la rambarde ou sur le mur, ouais, de Vance. Au-delà de ça, j'ai un argument pour appuyer la théorie que j'avais avant, sur le fait que tout dans cette ville part en couille et qu'il y a une déconnexion totale avec la réalité. Où Ouais. tout le monde vit en disant, bon, bah, il y a des enlèvements, mais on s'en fout, la vie est belle. Oui, Parce que, si vous remarquez bien, au-delà de ça, du fait que, comme dit, personne apprend de ses erreurs, que la situation ne change pas, en dépit du fait qu'il y ait 14 enlèvements, là, à la fin du film, quand il se libère, le protagoniste, donc que Finney se retrouve à nouveau à l'école normalement, ouais. on se rend compte que finalement, en dépit du fait que ce gamin vient d'être enlevé et séquestré pendant je ne sais pas combien de jours, il s'est libéré tout seul, il est traumatisé à vie, Oui, ben il y a une forme de retour à la normale, ouais. où la seule conséquence de ça, c'est que les enfants vont le considérer comme le BG ultime. C'est-à-dire qu'il rentre, il frime même un peu comme si lui en gardait quelque chose de Oh, positif. oui, c'est dans son C'est-à-dire droit, je qu'il dirais. y a une déconnexion. Ah, mais il y a une déconnexion totale. Crois-moi que aucun enfant ne réagit comme ça si tu le séquestres. Il est juste traumatisé. C'est tout. Là, on se rend compte que, limite, le Finet n'a même plus d'empathie pour lui-même. C'est-à-dire qu'il est déconnecté de la situation, tout comme les autres qui le regardent, comme si finalement il avait juste fait un truc incroyable, comme si la veille il venait juste de gagner un match de baseball, quoi. Rien de plus. C'est qu'il n'y a même pas de Ah, stupeur, ouais, c'est vraiment c'est vrai. une forme de fascination en mode bah c'est devenu quelqu'un de cool, c'est tout. Rien d'autre. C'est-à-dire dans C'est les pour ça, regards. après, je disais que après qu'il a tué le Trapper, il était un peu bizarre quand même. Ah oui, mais c'est une déconnexion totale avec la réalité que selon moi on trouve déjà avant dans le film, où juste on a l'impression que les enlèvements c'est un épiphénomène. Oui, On s'en fout c'est complètement ça. finalement. Voilà. Mais aux États-Unis, pendant les années 1090, c'était un peu près ça. Les gens, la mentalité des gens était un peu très chelou. Je sais pas. C'est- Faudrait revoir parce que c'est pas mon souvenir. Je veux dire, aux États-Unis, j'ai regardé pas mal d'enquêtes de ce style où globalement c'est un sujet qui m'intéresse. J'ai jamais vu des histoires dans lesquelles les gens s'en foutaient. Dire, il y a des histoires où la police est très mauvaise, des histoires vraies où la police est vraiment c'est une catastrophe où ils interrogent et ils filment le tueur, mais ils se rendent pas compte que c'est lui. Ça, il y a des exemples comme ça, mais que les gens ne réagissent pas, ça jamais. J'ai jamais vu d'histoire où réellement les riverains s'en foutent. Enfin, ça n'existe pas. Il y a à chaque fois des scandales et le public est plus intéressé par l'histoire que les enquêteurs eux-mêmes. C'est ça qu'on constate. Du coup, là, c'est assez étrange de voir que les parents sont déconnectés, que les enfants eux-mêmes, qui sont les victimes, sont déconnectés. Ouais. Enfin, tout le monde est déconnecté ici, c'est pas Ça juste dépend la toujours de la police. média. Si c'est pas publié partout, ils vont pas réagir. C'était ça. Et puis Bah oui, mais au sein même de la ville, ils devraient réagir. Là, y a c'est au rien. nom Tu du vois, tu rêve parlais des américain. parents avant. Parce que il y a un flashback de Bruce Yamada où il a la main sur la poitrine en regardant le drapeau américain. Ah ouais, c'est ça, ils sont complètement dans l'idéologie du rêve américain, quoi qu'il arrive. J'irais plutôt l'idéologie du rêve. Je pense pas qu'il y avait réellement C'est ça. Enfin, je vois pas qu'est-ce que viendrait faire le rêve américain là-dedans en soi. Parce que là, on montre juste que ce sont des enfants basiques qui sont pas concentrés sur les bonnes choses en soi. Parce qu'ils sont concentrés sur leur éducation, sur le baseball, sur leur passion personnelle, mais jamais sur le fait qu'il y a un mec qui pourrait éventuellement les tuer. Hmm. Comme si c'était, comme dire, un épiphénomène On et que leur a c'était pas vraiment donné les clés. secondaire. Non, parce que si on regarde bien, chacun des enfants qui se fait enlever, finalement, avait sa passion. C'est-à-dire qu'il y en a un qui est fan de jeux vidéo, l'autre qui se bat bien, qui est fan de baseball, Finet est fan de la NASA. Ils ont tous leur passion, ils sont tellement concentrés dessus que finalement, on se rend compte que même eux, ils ont pas tellement peur que ça de se faire enlever. C'est-à-dire que finalement, ils ont pas peur, ils se méfient pas. C'est-à-dire que quand il se fait enlever, Finet, il sait très bien que le gars a des ballons noirs, même il le dit.
mais il prend un certain moment à le dire. C'est-à-dire que on sait qu'il le sait, parce que c'est mis en avant, à tel point qu'il le dit face à son prochain bourreau, qu'il ne sait pas encore, il lui dit «Ah mais vous avez des ballons noirs», il fait le lien, c'est fait oralement. Et pourtant il se barre pas, il se défend pas, il perd du temps, en dépit du fait que ce soit totalement louche, alors qu'à la base on met en avant Finney comme quelqu'un d'intelligent, quelqu'un de méfiant, et là soudainement, juste pour se faire enlever, on peut mettre ça sur, on peut expliquer ça par le fait qu'il soit choqué, mais il a pas vraiment de raison d'être choqué à ce moment précis, donc je comprends pas forcément l'enlèvement, pourquoi Finney se fait avoir aussi Attends, bêtement, et les pourquoi le mais les réalisateur... ballons, c'était lui? Les ballons noirs, oui, c'était vraiment le gars qui l'a Non, enlevé. mais attends, non, mais je suis en train de dire que est-ce que Finn, il a en Ah parlé oui, par rapport les oui, ballons noirs? il a dit. Enfin, en fait, il savait, les enfants savaient. Enfin, c'était une info connue qui avait été relevée par la police, il me semble. Comme quoi, il a enlevé des enfants et que le seul signe distinctif, c'est qu'il retrouvait des ballons noirs au lieu des enlèvements. Et Finn remarque les ballons noirs au moment où il se fait enlever. Mais en fait, c'était pas en discussion entre, comment elle s'appelait maintenant? Sa Je sais petite pas. sœur avec le policier, où elle a dit qu'elle a vu des ballons noirs dans son rêve, et c'est pour ça que les policiers, ils ont agi tel, avec elle, parce qu'ils ont dit, alors il y a moyen qu'elle a vu qu'il y a quelqu'un qui se fait l'enlever, parce que je pense que c'était censé être un truc secret, qu'ils ont pas Non, mais c'est dit en au soi, public. à la base, c'est ça, mais Finn est au courant parce que sa sœur est au courant et on a parlé à Finney, et même la police va retrouver des ballons noirs sur le lieu du crime, et il me semble que c'est rendu public après. Du moins, c'est sûr que Finney le sait parce qu'au moment où il se fait enlever, c'est mis en avant. On entend Finney le dire. Je sais plus si c'est dans sa tête ou s'il le dit à son agresseur, mais on met l'accent sur le fait qu'il a des ballons noirs et que Finney l'a remarqué. Ah, Et ils sont donc dans que le Finney, déni. à cet instant précis, oui, mais que Finney, à cet instant précis, se rend compte de ce qui lui arrive. Mais trop tard, parce qu'il se fait quand même avoir. Hmm. Et d'ailleurs, on se rend compte, encore une fois, hein, vis-à-vis de la rupture avec l'innocence, on avait aussi la fusée. La fusée qui donc montre qu'il y a une confrontation entre l'enfance et l'horreur. Là, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on a un mélange entre un agresseur, donc quelqu'un qui va te séquestrer, qui vient déguisé en magicien avec des ballons noirs. Ça contraste réellement avec ce que sont les enfants, parce qu'on nous présente des enfants plutôt matures, qui gardent par espoir une part d'enfance avec à travers des jouets, ou à travers le fait qu'ils adorent le baseball, qu'ils jouent aux jeux vidéo. Mais au-delà de ça, ce sont des enfants qui grandissent dans un environnement qui est très violent, où il y a beaucoup d'harcèlement, où ils doivent être très matures pour leur âge. Et pourtant, il y a cette confrontation avec l'enfance un peu idyllique, même chez l'agresseur. Où il n'est pas obligé de le faire, hein. Et d'ailleurs, historiquement, aucun agresseur n'a fait ça, il me semble. Mais il agresse des enfants, enfin, il les kidnappe déguisés en magicien, avec des grands ballons ultra voyants, dans une camionnette très grande Il y a un mec aussi. qui a, il y a un mec qui a fait ça avec il s'habillait en clown chaque fois qu'il kidnappait les gens. Oui, mais je sais pas s'il le faisait avec des enfants, ça c'est le gars qui a inspiré ça, il me semble. Non, il a fait ça avec des gens de 16 ans aussi, et je me souviens, un mec, il a dit, Ok, attends, d'accord. ouais, il a littéralement kidnappé des gens comme ça, au costume. Ok, donc c'est déjà arrivé. Ok. Et il a aussi fait des tours de magie pour le faire. D'accord. Je pense qu'ils ont inspiré de ça. Ok, donc dans ce cas, oui, bon, c'est plutôt crédible hein, sur ce point-là. Mais bon, je pense que, enfin, je sais pas s'ils l'ont fait pour faire un clin d'œil ou alors juste s'il y a vraiment Non, cette parce intention de il y marquer a une une forte chance que confrontation. c'est ça, parce que c'était un mec qui a kidnappé les gens pour les tuer après chez lui. C'est possible, mais Ouais, ça fait vraiment le truc c'est que penser à ça. à ça se mêlent les symbolismes. Tu sais, comme avant avec donc la fusée qui devient une arme soudainement, alors que là-bas c'était un jouet. Donc je sais pas si en même temps le réalisateur a eu l'intention de mettre en avant une confrontation entre l'enfance et l'horreur du film. C'est ça ma question. J'ai trouvé le mec. Il s'appelle comment? C'est John Wayne Gacy. Mais c'est le gars qui a inspiré ça, il me semble. Enfin, il y en a pas, il doit pas y en avoir beaucoup des gars comme ça. Non, il n'y a pas eu beaucoup comme ça. Mais après, quand on parle de ses crimes et tout ça, c'est horrible qu'il a fait. Lui, oui. Bah, aux États-Unis, ils ont une compile. Ils ont des cinglés. Ouais. Mais aussi, ses méthodes pour kidnapper les gens, c'était tout basique. Il y a personne qui a été capable de les trouver. Tu vois, l'incompétence totale. Non, mais je suis en train de dire que c'était juste le système de la police de l'époque, tu vois. C'était Ouais. standard de faire comme ça. Oui, mais c'était très mauvais. Bah oui, c'était moi-même. Je suis en train de juste de défendre que, en fait, c'est quand même réaliste. Donc en soi, oui, c'est possible. Non, enfin, en fait, ça me paraît étrange qu'il y ait rien que ça mis en place, parce que même pour l'époque, ce qui me pose problème, c'est qu'au bout de 5 enlèvements, il n'y a aucune évolution. Je veux dire, que ce soit de la police, que ce soit des adultes, il n'y a pas d'évolution, genre... Y a Parce qu'en fait, aucun- ils ont pas beaucoup de pistes, c'est ça. Mais Le non, piste, mais c'est, voilà, les je ballons. parle pas que de la police, je parle même des parents. C'est-à-dire que, est-ce que tu te rappelles d'un moment dans le film où ne serait-ce qu'un seul parent du film dit à son enfant, fais attention?
Ouais. Mais Oh, on n'a pas plutôt vu les c'est ça. parents. Mais ça, c'est Mais aussi un on truc. voit les parents de Finney, on voit son père qui d'ailleurs, Son père est un alcoolique, il fait pas attention au monde. un alcoolique mais qui est très strict. Mais Enfin, il fait c'est pas quand même attention au étrange. monde, c'est ça le truc. Il sait pas ce qui se passe dans Ils leur sont vie. remplis de Et- paradoxes. Mais c'est pas vrai, parce que il pleure. Je veux dire, on voit son père qui, je crois qu'il réconforte son fils parce que Finney perd l'un de ses meilleurs amis qui se fait kidnapper. Son père l'apprend au téléphone, son père est affecté par cette nouvelle et Finney aussi. Donc il n'y a pas d'excuse, ils étaient pas au courant ou ils s'en foutent. Les deux ont été affectés. Et en plus son père on le met en avant au début comme alcoolique et à la fin comme un père aimant. Donc au final, sa personnalité, ça reste quelqu'un qui aime ses enfants et qui est juste dépressif. Ça veut pas dire qu'il est déconnecté de la réalité à la base. Donc je comprends pas cette logique de on s'en branle que nos enfants sortent malgré qu'il y a un kidnappeur qui rôde. Je pense que l'attrapeur représente toutes les erreurs d'inattention des adultes. C'est la bête noire vide de sens qui s'est créée de ce que l'adulte n'a pas surveillé et qui corrompt les âmes de leurs propres enfants. Il se Je sais nourrit, pas, c'est comme si ça se nourrissait de tous ces combats sauvages, cette violence que les adultes n'arrivent pas à maîtriser. Dans la scène, dans la salle d'arcade du flipper, où Vance Hopper combat avec un autre gamin qui a un couteau, la dame à la caisse, qui lève les yeux, les sourcils levés, bof, oh, c'est reparti, bon bah, j'appelle la police comme d'hab. et tout le monde est déconnecté. c'est tout le monde s'en branle. Voilà. C'est pour ça que ce film est quand même un peu bizarre parce que il y a l'excuse de se passer dans les années 80, donc les mentalités 78, étaient ouais. pas. Ouais, donc bon, bientôt les années 80. Mais aussi, c'est une bonne question parce que le protagoniste qu'on a aussi, c'est un enfant. Alors, c'est tout à travers de ses yeux aussi. Alors, il y a moyen que c'est juste pas montré, mais ça se passe quand même en arrière-plan. J'y crois pas non plus à cette théorie. Il y avait déjà la même chose pour le précédent film. Ça, c'est vraiment l'excuse C'est pour pas excuser des Non, erreurs. mais il faut le considérer. Mais toi, tu Mais le fais c'est pas jamais, c'est ça le possible, truc. encore une fois, c'est pas possible que ce soit à travers ses yeux à partir du moment où il y a des scènes où il n'assiste pas. S'il y a des scènes dont il est même pas au courant que ça se produit, il y a aucune chance que c'est parce que ça se passe à travers ses yeux. Quand tu vois la directrice discuter, on sait que ça se passe pas à travers ses yeux. Quand tu vois la police qui est seule dans la maison On- du tueur et qu'ils le Non, mais savent pas. non, mais il faut comprendre au niveau les réalisations comme ça, on suit l'enfant. Mais c'est Pas pas littéralement, vrai! écoute, pas littéralement ses yeux, punaise. Non mais d'accord, mais on n'a pas le regard de l'enfant. Dans les films où c'est réellement tout le temps le regard de l'enfant, c'est mis en avant très facilement en te montrant uniquement ce que lui il voit. Si l'enfant n'assiste pas à une scène, le spectateur ne le sait pas. Regarde, dans les films où ça se passe à travers le regard de l'enfant, c'est par exemple dans Peter Pan. Dans Peter Pan, quand il y a une dispute une dispute entre les parents et que les enfants sont pas censés y assister, c'est mis en scène de telle manière qu'on sait que les enfants l'entendent. Par exemple, ils sont collés à la porte, ils entendent ce qui se passe. C'est comme ça qu'on met en avant le regard de l'enfant sur une scène à laquelle il n'est pas censé assister. Là, dans ce film, bah non. Il n'y a pas Finney qui comment dirais-je? Il y a des scènes comme ça, où Finney entend son père alors qu'il devrait pas l'entendre, par exemple au téléphone, mais il y a d'autres scènes où Finney n'a aucun lien, n'a aucun rapport. Par exemple, les scènes où les enquêteurs vont interroger des gens dans leur maison. Finney n'est pas là du tout. Il n'y a aucun des protagonistes. Là, c'est pas possible qu'il y ait un regard de Finney sur cette situation. Là, c'est vraiment juste que le film veut faire avancer l'intrigue. Dire le film, il ne montre pas un regard d'enfant du tout. C'est juste qu'on suit quelqu'un, mais pas tout le long du film. Contrairement à des films comme Peter Pan, par exemple. Où là, réellement... Tout ce que je te dis, oui, ils sont en train de suivre Finn en particulier. Mais ça veut dire qu'il ne va pas aussi révéler toutes les informations. Ils n'ont pas besoin. Comment ça? Parce que c'est l'histoire de Finn, c'est son histoire. Et l'objectif, c'est de aussi faire qu'on ressente les mêmes émotions que lui. On va pas connaître. C'est illogique qu'il va nous montrer tout ce qui se passe. Mais justement, ils le dans font. tous les moments. Au contraire, ils le font. Ils nous montrent tout ce qui se passe. Si on avait le regard de Finney, ils devraient pas nous montrer tout ce qui se passe. Si on avait le regard de Finney, on saurait pas ce que font les enquêteurs quand Finney n'est pas là. Si on avait le regard de Finney, on saurait pas que la directrice elle s'en bat les couilles. Si on avait le regard de Finney, bah on aurait clairement une approche différente. Enfin, je suis désolé, mais là y a pas d'histoire de Finney ou autre. C'est juste que le film nous propose des éléments auxquels Finney n'est pas au courant, quoi. On montre justement que Finney n'est pas préparé à tout ça, qu'il n'est pas au courant. J'ai pas l'impression du tout qu'on suit Non, mais Finney. évidemment qu'ils vont. Je sais pas, on suit son histoire, mais c'est pas juste lui, c'est toute l'histoire en total. C'est nécessaire d'avoir ces éléments, oui, pour avancer Voilà.
pour l'avancer. Mais il faut pas prendre ça comme qu'il y a toute l'information. Il y a juste l'information nécessaire pour nous, Oui, le spectateur, pour comprendre oui, son c'est histoire. ça. Mais du coup, Alors ça veut dire qu'on peut utiliser l'argument que peut-être ils ont juste pas montré qu'il y a tous les détails de l'investigation, tout ça. Les démarches que les parents ils font. bah, Parce que c'est je pas important pour Finn, lui, je vais te personnellement. dire, moi je pense Ils que vont c'est le montrer tout ce qui est contraire. important pour lui. Ça, c'est juste la manière comment les films sont réalisés, Moi je Mathéo. pense que c'est le contraire. Au contraire, le spectateur en sait plus que ce que les gens du film sont censés savoir. Les spectateurs en savent même plus que les enquêteurs, donc ça tient pas cette histoire. On va dire toutes les Non, mais infos, oui. c'est la manière pour réaliser des films. Ça se fait comme ça. Toi, comme le spectateur, tu vas savoir plus que le personnage principal parce il te le faut pour comprendre l'histoire. Bah oui, mais alors, Mais bah le réalisateur justement, va pas te montrer tout. Alors t'es pas un mec omniprésent quand tu regardes le film. si. Parce que tu connais pas tout que tout le monde fait en n'importe quel moment. C'est ça le truc. Non mais être omniprésent, ça veut pas forcément dire tout savoir sur absolument tout le monde. Ça veut dire tout savoir sur la situation. Et là, tu sais absolument tout sur la situation. C'est pour ça que je dis, là on est d'accord. C'est juste que toi tu maintiens qu'on voit le film à travers les yeux de Finet. Ce qui est pas vrai. Enfin, je veux dire, il n'y a pas l'interprétation de Finet sur les événements. Ça peut pas. J'ai utilisé le mauvais terme, mais l'idée c'est qu'on suit son histoire, pas forcément à travers ses Ah yeux, bah voilà, bah. mais tout ce C'est qui arrive différent. à lui. Oui, bah ça oui, c'est évident ça. Enfin, oui, c'est le postulat du film. Mais c'est pour ça que moi je dis que ça permet pas d'expliquer le fait que tout le monde s'en fout. Genre, c'est pas parce qu'on a le regard de Finet qu'on a l'impression que tout le monde s'en branle de la situation. Mais moi je suis en train de dire qu'on sait pas peut-être quand tout le monde s'en fout, mais juste peut-être c'est pas mon Bah, ça. c'est mis en avant, pardon, mais là c'est clairement mis en avant dans la mise en scène. Eh Dire quand la bien, directrice. Scott Derrickson, dans une interview, disait que ce film-là, c'est un passage à la vie adulte quand Finn a survécu à cette horreur absolue, qu'il a réussi à tuer ce diable en personne. Hein. La violence domestique à ses alentours existera toujours. Pas forcément pour lui, mais qu'il a réussi à passer un cap psychologique où il va être respecté. Même s'il est respecté dans sa zone géographique et là où il évoluera, le mal n'est pas encore disparu. Le mal permanent où certains gamins se battent entre eux, ça existera toujours. Est-ce qu'il arrivera à résoudre cette déconnexion qu'il y a entre les enfants ? En fait, c'est comme si c'était le premier enfant dans cet endroit où son innocence a contre-attaqué et a réussi à se décrasser de toute attaque du vide. Enfin, il a clairement passé un cap. Voilà, c'est sa passage à la vie d'adulte, même si ce n'était pas quelqu'un qui se battait par rapport à Robin. Ou est-ce que le fait que Robin concentrait trop sur le combat, mais qu'il a manqué en intelligence subtile par rapport à des adultes qui ont bien plus d'expérience de la vie. Effectivement, on est d'accord là-dessus, je pense. Parce que Ethan Hawke, qui incarne l'attrapeur, il avait cette fascination de... Il considérait ce personnage comme un raté. En fait, il se déteste et qu'il avait besoin d'un enfant, de séquestrer un enfant pour partager sa propre détestation. En gros, quelqu'un qui ne résoudra jamais sa crise du sens, sa raison de pourquoi il existe. Et que sans doute qu'il a été traumatisé. Le personnage dit « J'ai eu peur, ça m'a fait peur d'avoir décroché au téléphone, même s'il n'y avait personne au bout du fil. » Alors que finalement, si. C'était son point faible. Et Ethan Hawke disait que s'il était l'avocat d'un tueur pareil, il aurait abandonné, il aurait foutu au couloir de la mort, il aurait laissé se faire casser la gueule par d'autres criminels, quoi. Parce que selon lui, c'est ce personnage-là, même si c'est pas quelqu'un d'extrêmement effrayant, et d'ailleurs, je vais creuser un peu plus sur la notion du masque, mais ça sera juste après. Il dit que c'est vraiment des personnages comme ça qui sont irrécupérables, ça représente, mais ça incarne, mais le vide absolu, c'est ces personnes qui doivent être exécutées parce que ces gens-là ont justement aucun but, qui vampirisent les enfants qui n'ont pas encore eu leur avenir, qui avaient un plein potentiel et qui ont été détruits dans l'œuf. Et ça, c'est ce que dit le réalisateur. Enfin, non, Ethan Hawke qui joue l'attrapeur. Mais après, la seconde partie de mon explication, c'est un petit peu mon ressenti. Et aussi un petit peu de ce que Scott Derrickson voulait amener dans le mélange surnaturel, paranormal, où ces deux aspects-là montent crescendo, montent en puissance au fur et à mesure des appels téléphoniques. Et juste avant de basculer avec les masques, la scène où Finn joue avec sa fusée,
et on voit la fusée décoller dans le ciel. Et juste après, tu as le plan, enfin le dernier plan de Bruce Yamada qui est sur son vélo et qui se retourne et qui sourit. Et juste après, tu as le tueur avec sa fourgonnette noire qui débarque et qui le kidnappe et qui va le torturer. Ça représente l'attrapeur qui vient de tuer dans l'œuf un commencement d'amitié qui était basé sur un fair play que même si ça se passait dans un match de baseball, Bruce et Finn se respectaient mutuellement. Voilà, c'était un commencement de début d'amitié où la fusée représentait le lancement d'une hypothétique amitié qui n'a pas pu se faire. Et maintenant, je passe sur les masques. Parce qu'en interview, Mason Thames, celui qui incarne Finn, disait que c'était les masques qui l'avaient perturbé. C'était vraiment ce qui l'avait fait flipper quand il était devant Ethan Hawke. C'est très étonnant parce que le tournage a eu lieu durant 2021 et on s'aperçoit que en dehors des scènes, le personnel portait tous le masque. Et Ethan Hawke a fait une réflexion là-dessus, il a réfléchi sur ça, que la population ne réagit plus pareil dans l'idée de se conforter, de se cacher derrière quelque chose, sur la notion du masque. En fait, il trouvait ça très étonnant qu'on voit bien que le tueur n'a pas le même masque au même moment, un masque triste, un masque qui sourit, un coup c'est que la bouche qui est masquée, un coup ce n'est que les yeux qui sont masqués avec les cornes du diable. Et quand on fait le parallèle que ça a été tourné dans des conditions où même les gamins portaient des masques, dans ce que je vois dans les comptes Instagram des acteurs en général, c'était bel et bien dans un environnement où ils portaient le masque. C'est quand même que en fait, le tournage est tout aussi intéressant, enfin l'ambiance du tournage est tout aussi intéressant que le masque de l'attrapeur. Moi je trouve ça fascinant. Et Ethan Hawke a lui-même donné son ressenti sur ça. Et c'était quoi son ressenti sur ça? Qu'il a trouvé ça très étonnant que son personnage portait des masques différents, alors que Ok. au même moment, pour les raisons sanitaires, les gens portaient le masque. Qu'il avait donné son avis Ah, sur le fait que la population mondiale a complètement changé dans la manière de parler socialement, que les gens portaient le masque pour se cacher, pour se dire est-ce qu'on le cache, est-ce qu'on le cache pas, est-ce que quelqu'un dit vraiment la vérité quand il porte un masque, et que on arrive à voir quelle est la personne qui dit vraiment la vérité quand c'est quelqu'un qui ne porte pas le masque. Et que c'est pour ça que quand je disais que selon moi, même si ça se passe en 78, il y a quand même des choses actuelles, selon moi. Donc qu'est-ce qui est réel ou pas? Qu'est-ce qui a été le plus surréaliste? Les conditions de tournage et l'époque où ça a tourné que le film en lui-même. Ah, ça, là, ça a fusé dans mon cerveau et je suis parti beaucoup trop loin et là j'ai eu un bug dans le système là. Sinon j'aurais noté des lignes et des lignes et des lignes. On pourrait parler de la mentalité américaine, ça dénonce aussi la compétence des policiers du système américain, du système très procédural. Qu'on sait que chaque État a sa propre constitution, a son propre fonctionnement administratif. Est-ce que en sous-main ça dénoncerait ça? Tout comme Scott Derrickson, où ça a été co-scénarisé par mince, j'ai oublié le nom. Il y a un autre scénariste. Parce que tout comme Pierre Salvadori de la petite bande, il a à la fois réalisé et scénarisé. Et que Black Phone, c'est un projet alternatif où initialement il devait travailler pour Marvel, Scott Derrickson, parce qu'il a réalisé Doctor Strange et d'autres projets. Et justement pour des raisons de contrat, il a fait de lui-même, avec évidemment Universal Pictures qui a été le distributeur de ce film. Encore une fois, ça n'a pas l'air d'être un film de commande, que c'est un film d'auteur, et que le film américain, bon, il y a beaucoup plus de pognon à disposition que dans le cinéma français. Il a eu le budget qu'il fallait pour proposer sa vision de ce film-là. Je sais pas ce que vous en pensez. Personnellement, j'ai pas grand-chose à ajouter. Je pense que Ah ouais, ouais. je vois pas trop ce qu'on pourrait redire en fait. D'ailleurs, Mason Thames, à mon avis, je pense que c'est pas la dernière fois qu'on va le voir dans des rôles importants. Le mec, il a un sacré physique. Et puis, sur Instagram, 620 000 personnes sur son Instagram. Le mec, je crois qu'il va être mannequin. Enfin, je crois qu'il y a des photos de lui où il a posé en photo pour Givenchy, des marques de fringues, etc. Je pense que ça sera pas la première fois qu'on le verra sur le grand écran. Mason Thames. Et Ouais, après, très bien joué. ouais, mais On va exceptionnel voir cet quelque acteur. chose.
J'espère qu'il ne va pas se faire écraser par la machine de guerre d'Hollywood et que on lui laissera la décision de faire des rôles intéressants. J'espère qu'il sera entre de bonnes mains pour qu'on lui donne des rôles très très intéressants, tout aussi intéressants que dans Black Phone. Je l'espère. Il y a du potentiel dans ce gamin-là. Bon, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Pour l'aspect automobile, voiture complètement dingue, des modèles restaurés qui sont entretenus à mon avis par les boîtes de production américaines. Je ne sais pas si ce sont des Plymouth ou des Dodge, mais ça appartient au minimum au consortium Chrysler des années 70. Et je ne pense pas que les voitures de police datent de 78. J'avais essayé de checker sur internet. Je pense que ce sont des modèles moteur V8. C'est vraiment la méga classe. C'est pas forcément des grosses muscle cars. Il y a bien plus racé comme design. C'est vraiment de la grosse bagnole quoi. V8 américain, modèle 74-75. Ça j'aime bien. Ça apporte une touche. Il y a aussi une scène... justement quand Finn est vraiment porté disparu et que Gwendoline est au courant que son frère n'est pas rentré à la maison, qu'il devait s'occuper de son père, où justement Gwendoline sort de la maison de sa copine, et puis tu as ce plan où elle est dehors, où tu as l'impression qu'elle court sur place et que la caméra recule. C'est comme si d'un seul coup Finn était hors de portée de sa sœur. Et que juste après ce plan-là, tu as la voiture de police où il y a de la fumée. C'est vraiment classe cette scène. Et puis en plus, pour moi, ce sont des bagnoles méga classe, quoi. C'est vraiment la classe à l'américaine. Ça apporte vraiment une fibre vraiment ambiance américaine. Les bagnoles, génial, génial. Le laiton, quelque chose à ajouter? Non, je suis complètement sec là. C'est fini. Ouais. Oh, ouais. Bon. Bah dans ce cas, C'est moi pas non mal. plus, j'ai rien à ajouter. Ce fut un podcast intéressant. Je pense qu'on peut Très s'arrêter bon là. film. Voilà, Ouais, je vous très bon conseille à tout film, le monde. effectivement. Ouais. Très très bon film. Assez profond et dérangeant. Ouais. Voilà, c'est un bon film d'horreur. Si vous aimez l'horreur psychologique. Ah bah là, c'est super, super. Morale de cette histoire, on ne touche pas aux enfants.